Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les chemins de traverse de l'imaginaire. 1. Petit rappel pour mettre les idées en place. Communication, imaginaire et induction. Pour analyser l'imaginaire du cirque et sa construction, il sera fait appel dans cet ouvrage à quelques concepts qu'il paraît utile d'évoquer préalablement. Il se pourrait que ces considérations liminaires paraissent aux lecteurs non avertis étrangères au sujet de l'ouvrage qu'elles introduisent. Si l'on veut bien se rappeler que la collection dans laquelle ce livre s'inscrit réunit des textes de recherche, on comprendra que les référents théoriques qui ont présidé à ces recherches soient rappelés. Anthropologie, ethnologie, sciences de l'information et de la communication, psychologie sociale, sciences du langage sont des disciplines sur lesquelles on s'est appuyé pour mener les études qui suivent. Elles constituent pour celles-ci un substrat conceptuel, en même temps qu'elles leur offrent une méthode éprouvée. Sans nous étendre trop longuement, il paraît nécessaire de dire au lecteur sur quoi sont fondées les approches et dans quel cadre sont interprétées les conclusions tirées des observations. Il convient encore de mettre en garde contre une idée erronée, qu'on pourrait se faire des rapprochements ici opérés. Un phénomène ne peut s'interpréter seul, il doit être rapproché d'autres qui lui ressemblent, reclassé dans des catégories qui l'englobent. Ainsi, quand on étudie les offices de certaines églises nord-américaines parallèlement au cirque, c'est parce qu'il est possible de constater que les mises en espace se ressemblent, et que les stimulations que les acteurs, le pasteur, l'acrobate produisent visent à provoquer des émotions comparables. Étudier le cirque et l'office religieux dans le même chapitre, c'est peut-être se donner la possibilité d'une analyse plus riche, parce que le rapprochement est fondé sur une catégorie plus originale que celle qui viendrait normalement à l'esprit. Si l'on comparait le cirque au théâtre, on resterait dans ce qu'il est convenu d'appeler les arts du spectacle. Comparer le cirque et l'office évangélique nord-américain, c'est se situer dans une autre catégorie dont la dénomination est à inventer mais qui, assurément, est productive en termes d'interprétation. C'est pourquoi ce premier chapitre s'achèvera par une étude de cas, qui mettra en présence ces deux situations. La communication dont on parle tant, souvent à tort et à travers, est sans doute le plus polysémique des termes de cet appareil théorique. Il est indispensable de recadrer le concept qu'il recouvre quitte à décevoir ceux qui en font un sésame, pour ne pas dire une tarte à la crème, de la modernité. L'imaginaire a besoin d'être distingué de l'imagination, ne serait-ce que pour que le lecteur sache de quoi parle l'auteur lorsqu'il emploie ces mots. Enfin, l'induction est un concept nouveau qui n'a pas fini d'être exploré mais dont on sait qu'il est riche de promesses. L'induction constitue un paradigme essentiel pour les travaux du groupe de recherche en communication des organisations, GRECO, auquel appartient l'auteur. On ne s'étonnera donc pas qu'il soit ici exploité pour mieux comprendre la formation de l'imaginaire chez le spectateur du cirque aussi bien que dans la population soumise au matraquage répétitif d'une information à sens unique. Communication et construction du sens. Le spectacle est un moyen de procurer à un autrui qui s'est installé dans une posture d'attente des plaisirs qu'il est venu chercher sciemment, de lui faire éprouver des émotions qu'il a déjà connues et qu'il pourrait caractériser, voire décrire, ou bien encore qu'il imagine et qui sont ineffables, c'est-à-dire indescriptibles, inexprimables par des mots. Ce peut être aussi un moyen d'adresser des messages à des gens qui, en raison de leur état de réceptivité, les recevront plus ou moins consciemment. On l'a compris, on parle de communication. Qui dit communication évoque nécessairement une situation dans laquelle des partenaires émettent et reçoivent, et contribue aussi à créer un état communicationnel dans lequel les rôles ne sont pas définis, et dans lequel interviennent bien d'autres éléments que ceux qu'on pourrait appeler les acteurs. Le temps, l'espace sont de ces éléments constitutifs de l'état de communication et prennent des formes concrètes qui peuvent s'appeler par exemple, le moment ou le lieu. En matinée et en soirée, les réactions du public au spectacle auquel il assiste ne sont pas les mêmes et les différences ne sont pas uniquement dues à la nature de ce public. Donné sur une scène ou dans une piste, un spectacle est reçu différemment. Lorsqu'elle présentait 1789 à la cartoucherie de Vincennes, Ariane Mnouchkine proposait aux spectateurs deux possibilités d'installation.
assis en gradin face à un quadrilatère composé de tréteaux reliés par des chemins de planches qu'empruntaient les comédiens ou debout à l'intérieur de ce quadrilatère avec la possibilité de se déplacer librement. Avoir expérimenté les deux possibilités permet de témoigner que la réception était fort différente. Et les émotions que cette réception engendrait aussi. Ainsi, quand les mères assises sur les tréteaux hurlaient leur détresse en étranglant le bébé qu'elles ne pouvaient nourrir et qu'elles refusaient de laisser souffrir d'une lente agonie, le spectateur ressentait-il la situation différemment selon l'endroit où il se trouvait. Assis dans le gradin, il regardait et éprouvait des émotions au spectacle dont il était le témoin. Debout à l'intérieur du dispositif scénique, il vivait la détresse, il éprouvait la douleur, il était pris par la simultanéité des cris qui l'entouraient de toutes parts. On ne peut pas dire que la communication que les comédiens tentaient d'établir avec le public était indépendante de l'espace, de l'agencement de l'espace, dans lequel cette tentative était produite. Si nous parlons de tentative d'établissement de communication, c'est que nous pensons avec Ray Birdwhistell que loin d'être une procédure qu'on initie, la communication est un état qui préexiste et dans lequel on entre et duquel on sort, pour une participation momentanée. Un individu ne communique pas, il prend part à une communication où il en devient un élément. Il peut bouger, faire du bruit, mais il ne communique pas. Il peut entendre, sentir, goûter et toucher, mais il ne communique pas. En d'autres termes, il n'est pas auteur de la communication, il y participe. On ne peut pas ne pas communiquer, est une autre évidence des sciences de la communication qui a été exprimée de la manière la plus éclatante par Paul Václavic, Janet Helmick Bivin et Don D. Jackson dans un ouvrage qui a fait date, Une logique de la communication. Disons tout d'abord que le comportement possède une propriété on ne peut plus fondamentale, et qui de ce fait échappe souvent à l'attention, le comportement n'a pas de contraire. Autrement dit, il n'y a pas de non-comportement ou pour dire les choses encore plus simplement, on ne peut pas ne pas avoir de comportement. Or, si l'on admet que dans une interaction, tout comportement a la valeur d'un message, c'est-à-dire qu'il est une communication, il suit qu'on ne peut pas ne pas communiquer, qu'on le veuille ou non. Activité ou inactivité, parole ou silence, tout a valeur de message. De tels comportements influencent les autres et les autres en retour, ne peuvent pas ne pas réagir à ces communications et de ce fait, eux-mêmes communiquer. On l'a vu, l'étude de la communication ne saurait se limiter à l'analyse de l'échange entre les acteurs qui parlent. Bien d'autres éléments sont à prendre en compte qui constituent le système communicationnel. A fortiori ne doit-on pas considérer la communication comme une simple transmission de messages par un émetteur, en direction d'un récepteur. Il est d'abord clair que l'émetteur, celui qui a le projet de faire passer une idée, une information, une émotion, à quelqu'un ne saurait s'arroger la possibilité de dénommer ce quelqu'un récepteur. Encore ne peut-on parler ainsi que si l'on se trouve dans une situation de communication volontaire, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est bien involontairement que le malade envoie au médecin qu'il observe des signes qui informent sur son état. Cependant il y a bien émission et réception. Il y a bien communication. Quoi qu'il en soit, dans le cas évoqué plus haut, on peut tout au plus parler de destinataire. Celui à qui j'envoie une lettre n'en est que le destinataire. Il ne sera récepteur de cette communication épistolaire que s'il consent à ouvrir l'enveloppe et à lire la lettre. En supposant que cela se produise, c'est-à-dire que le destinataire se transforme de son propre gré en récepteur, rien ne prouve que l'idée ou l'information transmise sera reçue comme le souhaitait l'émetteur. Rien ne prouve que l'émotion sera partagée, comme l'espérait celui qui avait le projet de la transmettre. Le produit de la communication, si l'on peut s'exprimer ainsi, sera construit par les deux protagonistes. Ce que je sais déjà modifiera la réception de ce qu'on m'apprend, et ce que je retiendrai sera à la rencontre de ce savoir préalable et de ce savoir nouveau. Sans oublier les conditions de la réception et leur incidence sur ma réceptivité, c'est-à-dire sur mon aptitude à recevoir à l'instant où a lieu cette réception. Si je suis inquiet parce que mon enfant est malade, les clowns me paraîtront moins drôles que si je suis déjà d'humeur joyeuse parce que je me fais une fête d'aller au cirque. Cette prédisposition à recevoir peut être d'un autre ordre. Les a priori, les préjugés, les stéréotypes que j'ai en tête, les attitudes qui me gouvernent vont contribuer à m'ouvrir ou à me fermer à l'action communicante de l'artiste.
Il suffit de lire les articles que le quotidien Le Monde publie à propos du cirque. Il pourrait, dans un dictionnaire, servir à illustrer la définition du mot manichéisme. Le cirque dit traditionnel est ringard, totalement ringard, car il n'existe aucun établissement qui trouve grâce aux yeux des journalistes et quand, par exception, on présente leur spectacle, c'est sur le mode du persiflage. Le cirque dit contemporain est innovant et admirable, totalement admirable, car les journalistes émerveillés n'y trouvent aucune faiblesse et leur présentation est systématiquement laudative. Imagination et représentation. Dans cette construction du sens ou de l'émotion, l'imaginaire tient une place importante. Imaginaire, représentation sont des mots qui méritent qu'on s'y arrête, ne serait-ce que pour tenter de les définir. Adjectif, imaginaire désigne, selon le grand Robert de la langue française, ce qui n'existe que dans l'imagination, qui est sans réalité, ou bien encore, et l'on pense ici au malade imaginaire de Molière, qui n'est tel que dans sa propre imagination. Substantif, c'est, selon la même source, est l'ensemble des produits, domaine de l'imagination, avec cet exemple tiré de Gide qui évoque les gens, qui sont plus sensibles à l'imaginaire qu'au réel, et qui compatissent plus volontiers aux souffrances d'un héros de roman, si tant est qu'elles soient bien peintes, qu'à celles qui sont à leur côté et que, en vérité, ils ne savent pas voir. Pour J. Laplanche et J. B. Pontalis, l'imaginaire désigne dans le vocabulaire lacanien un des trois registres essentiels, le réel, le symbolique, l'imaginaire, du champ psychanalytique. Ce registre est marqué par la prévalence de la relation à l'image du semblable. Ce terme sera ici employé pour désigner le domaine de l'imagination, plutôt les produits de l'imagination que l'aptitude à imaginer. On dira de quelqu'un qu'il a une imagination féconde pour évoquer son aptitude à quitter le réel pour s'engager dans des rêves diurnes, voire à fantasmer. On dira que son imaginaire est riche pour quantifier et qualifier les produits de cette imagination. Sans se départir d'une nécessaire prudence, on pourrait dire que l'imaginaire dont il est ici question relève de l'individu, et se demander s'il existe un imaginaire collectif. Anthropologues, psychosociologues et sociologues, entre autres, ont répondu à cette interrogation en définissant la notion de représentation collective et celle de représentation sociale. Étudiant les formes élémentaires de la vie religieuse, Émile Durkheim constate que les croyances religieuses sont des formes de représentation collective, mais qu'elles ne sont pas les seules et qu'il existe bien d'autres créations de l'esprit qui sont partagées par toute une société. Les croyances religieuses ne sont qu'un cas particulier d'une loi très générale. Le milieu social tout entier nous apparaît comme peuplé de forces qui, en réalité, n'existent que dans notre esprit. Ces représentations de l'esprit, ces représentations collectives de l'esprit, nous ne parlons pas d'esprit collectif mais de représentation collective de l'esprit, semblent, pour reprendre l'expression de Serge Moscovici, être une passerelle entre le monde individuel et le monde social et se construire dans les interactions. Ainsi passerait-on normalement du particulier au collectif, de l'individu à la société. C'est probablement Denise Jodelet qui a donné la définition la plus claire de ce qu'on appelle la représentation sociale. C'est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Également désignée comme savoir de sens commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de connaissance est distinguée, entre autres, de la connaissance scientifique. On reconnaît généralement que les représentations sociales, en tant que système d'interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales. De même interviennent-elles dans des processus aussi variés que la diffusion et l'assimilation des connaissances, le développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales, l'expression des groupes et les transformations sociales. En tant que phénomène cognitif, ils engagent l'appartenance sociale des individus avec les implications affectives et normatives, avec les intériorisations d'expériences, de pratiques, de modèles de conduite et de pensée, socialement inculqués ou transmis par la communication sociale, qui y sont liés. Nous verrons que les communications sociales contribuent grandement à façonner des représentations sociales dans le domaine qui nous intéresse, celui de la culture en général et du cirque en particulier. Comme on sait, à partir des travaux de Denise Jodelet, de Serge Moscovici et de Jean-Claude Abric notamment, que les représentations sociales ont pour fonction
L'orientation des conduites et des rapports sociaux. La justification des conduites et des rapports sociaux. La facilitation de la communication sociale. L'interprétation de la réalité quotidienne et la compréhension de phénomènes nouveaux. La constitution et la préservation d'une identité psychosociale. On comprend l'importance de la prise en compte de cette notion qui permet de rassurer toute une société en lui fournissant des réponses simples et collectivement acceptables. Ainsi caractérisera-t-on les institutions telles que le système éducatif ou la justice. Le catch, qui fut naguère en Europe un spectacle très populaire, il l'est encore aux États-Unis où il dispose de ses propres supports médiatiques, magazines, chaînes de télévision, aller au-devant des frustrations du public en confortant sa représentation d'une justice aveugle et injuste à laquelle on apportait un correctif, une correction, populaire. L'arbitre, qui incarne cette justice imparfaite, a toujours le dos tourné quand le tricheur fait un mauvais coup, mais il se retourne à temps pour surprendre le lutteur sincère en train de se faire justice. Et il le sanctionne. Les études que j'ai menées dans les années 70 sur les spectateurs du catch montrent qu'ils ramenaient le spectacle à des éléments de leur propre vie privée ou professionnelle, voire à des situations sociales de l'actualité, et qu'ils considéraient ce qui se passait sur le ring comme une revanche par procuration. Les marionnettes ont longtemps eu cette fonction de mettre en scène la réalité sociale, ou sa représentation. Le Guignol de Laurent Mourguet n'était pas un spectacle pour enfants mais bien l'expression des frustrations populaires avec, comme au catch, la possibilité de s'offrir une catharsis par procuration. Souvent erronées, toujours simplifiées, les représentations sociales ne sont pas faites pour comprendre le réel mais pour l'interpréter de telle sorte qu'on y trouve satisfaction. Ainsi, lorsque le sida apparut, on se rassura en faisant une maladie spécifique de l'homosexualité. C'était pour les hétérosexuels une manière de se sentir à l'abri. C'était aussi le début d'une explication faisant appel au vieux fond judéo-chrétien de notre société. Seuls étaient punis ceux qui avaient péché, ceux qui avaient désobéi à l'injonction religieuse et qui avaient transgressé la norme sociale. Souvenons-nous des imprécations de Jean-Marie Le Pen et de la mise au ban de ceux qu'il appelait les sidaïques. Lorsque l'explication eut fait long feu, on considéra que la maladie frappait tous ceux dont la sexualité ne respectait ni la morale religieuse ni les convenances encore en cours dans une société toujours conservatrice malgré les apparences. Plus empreinte qu'elle ne le croit des leçons de la Bible, l'imagination populaire admet volontiers qu'on soit puni par où l'on a péché. Le livre de la sagesse est rempli de ces châtiments conçus par un Dieu peu prompt à pardonner les offenses, et qui retourne ces offenses contre leurs auteurs. Voilà pourquoi aussi ceux qui avaient mené dans l'injustice une vie insensée, tu les as torturés par leurs propres abominations. Elle conçoit volontiers un fonctionnement binaire sur le modèle œil pour œil, dent pour dent. Jésus lui-même mit en garde contre les effets terribles de cette immanence qui fait que la faute commise sera punie par l'objet même ayant servi à la commettre. Alors, s'étant avancés, ils postèrent les mains sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voici qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son glaive et frappant l'esclave du grand prêtre, lui coupa son bout d'oreille. Alors Jésus lui dit : « Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui auront pris le glaive périront par le glaive. » Ces deux citations bibliques, on pourrait en produire tant d'autres, montrent comment les fondements judéo-chrétiens de notre culture entrent dans la construction de nos représentations sociales. Le lecteur a compris que nous convoquerons cet appareil théorique lorsqu'il s'agira d'étudier comment l'on est passé d'une conception populaire à une conception intellocratique du cirque. Nous verrons comment une véritable propagande médiatico-politico-culturelle réussit à imposer des objets imaginaires par le biais des mots et à jouer sous nos regards plus ou moins passifs, plus ou moins consentants, la comédie de la culture. Nous ne dirons pas que la représentation sociale est un imaginaire collectif, mais plutôt qu'elle procède de la symbolique. La langue, les rituels et le socle idéologique social constituent souvent les outils d'une mise en scène des représentations sociales. Le socle idéologique est constitué de strates accumulées avec le temps qui leur a donné une telle force qu'on ne pense même pas à les discuter. D'autant que ces strates de vérités indiscutables, souvent renforcées par des mythes, s'expriment quand on les évoque, de manière si péremptoire qu'il serait périlleux de les remettre en question. Aphorismes et stéréotypes renforcent l'évidence et constituent un pseudo-raisonnement qui, pour tourner à vide,
n'en impressionnent pas moins ceux qui les entendent. Sachant que tous les Juifs sont, et que tous les Arabes sont, sans parler des Américains dont on sait bien qu'ils sont. Vous ne voudriez quand même pas perdre du temps à examiner ces vérités d'évidence? On peut aisément fournir au conflit du Moyen-Orient une explication satisfaisante. Satisfaisante, persuasive et produite à peu de frais. Disposant d'une série d'aphorismes qu'il suffit d'enchaîner, on peut s'épargner le fastidieux labeur de vérification, se mettre à l'abri du doute si cher aux scientifiques et s'inscrire dans la pensée dominante. C'est-à-dire se placer dans une situation confortable de conformisme, quitte à hurler avec les loups et à bêler avec les agneaux. Ce prêt-à-penser composé d'un stock de vérités indiscutables et de quelques outils fort simples pour les agencer nous met à l'abri du recours, toujours hasardeux, à l'intelligence. Il est plus facile de bricoler que de réfléchir. Ces stéréotypes qui constituent une grande partie du socle idéologique sont propagés de multiples façons, et constituent une véritable propagande latente prête à se transformer en propagande de crise le cas échéant. C'est parce que de nombreuses histoires drôles, ou supposées telles, circulaient qui mettaient en scène des Juifs sales et roublards que Goebbels put si aisément persuader les Allemands que les Juifs les avaient spoliés, volés, ruinés. Freud lui-même fait la différence entre les histoires dans lesquelles des Juifs raillent des travers de leur communauté et les histoires souvent agressives, créées de toutes pièces par des non-juifs. Les premières relèvent de l'humour, les secondes de l'antisémitisme. C'est un cas particulièrement favorable aux mots d'esprit tendancieux que celui qui se présente quand on dirige contre sa propre personne la critique et la révolte qu'on a en vue, ou bien pour exprimer cela avec plus de circonspection, contre une personne à laquelle sa propre personne à part, c'est-à-dire une personne collective, par exemple son propre peuple. Cette condition que constitue l'autocritique peut nous expliquer que ce soit précisément sur le terrain de la vie populaire juive qu'un certain nombre de mots d'esprit les plus remarquables aient pris naissance. Ce sont des histoires inventées par des juifs et dirigées contre des particularités juives. Les mots d'esprit sur les juifs faits par des non-juifs sont la plupart du temps des bouffonneries pleines de brutalité, dans lesquelles on s'épargne de faire de l'esprit par suite du fait que le juif est considéré par les non-juifs comme un personnage comique. Les histoires juives qui émanent des juifs admettent cela elles aussi, mais elles connaissent les véritables défauts des juifs ainsi que le réseau de relations qui unit ceux-ci à leur qualité, et le fait que notre propre personne ait part à ce qu'il s'agit de blâmer crée la condition subjective permettant le travail du mot d'esprit, à laquelle, en d'autres circonstances, il est difficile de satisfaire. J'ignore d'ailleurs si, ce cas mis à part, il arrive fréquemment qu'un peuple se moque dans une aussi large mesure de sa propre nature. Notre époque nous permettrait de confirmer que les peuples éprouvent plus de plaisir à se moquer des autres peuples que d'eux-mêmes. Et que le mot bouffonnerie, que Freud emploie, est souvent trop faible pour qualifier la grossièreté des moqueries que colportent ces histoires nationalistes. Celles-ci sont construites de deux manières selon que la chute implique un peuple ridiculisé, ou le peuple de l'auteur fortement valorisé. Dans la première catégorie on rangera les histoires juives, les histoires belges et toutes les histoires destinées à montrer du doigt le défaut majeur sur lequel on s'accorde, toujours les stéréotypes, à propos du peuple moqué. Les Juifs sont cupides, les Écossais sont avares, les Belges, les Suisses germanophones, les Terneviens sont stupides. À chacun son imbécile. Les Wallons racontaient des histoires flamandes avant que les Français s'en emparent et les généralisent à l'ensemble de la population belge. Les Romans se moquent des Alémaniques et les Québécois des Newfies ainsi qu'ils dénomment les habitants de Terre-Neuve, Newfoundland en anglais. Il semble que tous les peuples alimentent la deuxième catégorie tant il est plaisant de se sentir au-dessus des autres au moins, le temps d'une blague. À l'époque de la guerre froide, circulaient de nombreuses histoires dans lesquelles le Russe était ridicule, l'Américain stupide et le petit Français merveilleux d'ingéniosité. On doit à la vérité de reconnaître que, parfois, ces histoires, toujours fondées sur la surenchère, revêtaient un caractère humoristique au sens où l'entend Freud quand il parle des histoires juives produites par les Juifs. Ainsi, après l'échec du putsch des généraux en Algérie, racontait-on en métropole une histoire dont les protagonistes étaient Khrouchtchev, Kennedy et De Gaulle. Le premier se vantait d'avoir une invincible armée de fer, le second renchérissait en évoquant son armée d'acier tandis que De Gaulle devait reconnaître que la sienne était en tôle, ou en tôle la prononciation ne différant pas. Mais dans la plupart des cas,
Ces histoires, construites sur un rythme ternaire correspondant au fonctionnement de l'esprit occidental, ont pour objet et pour effet de valoriser le peuple auquel appartient celui qui la raconte en le faisant triompher de plus fort que lui grâce à une qualité spécifique supposée peu répandue et faisant partie de son génie. Le socle idéologique qui sous-tend les sociétés fonde celles-ci, en leur fournissant ce qu'on appelle aussi des valeurs. Il ne nous appartient pas de dire si ces valeurs ont de la valeur. Le voudrait-on qu'il nous faudrait fournir une référence, un étalon, lequel devrait être examiné lui-même par rapport à des valeurs qu'il nous faudrait qualifier de fondamentales. Mais par rapport à quoi ? De toute façon, il n'y a pas matière à débattre puisque ces valeurs qu'un peuple reconnaît se présentent elles-mêmes comme des postulats, et alimentent souvent une mythologie qui contribue au renforcement de ce socle idéologique. Et qu'elles peuvent évoluer avec le temps, ou avec la condition sociale. Les valeurs de l'Allemagne nazie ne sont pas celles de l'Allemagne démocratique d'aujourd'hui. De même, les groupes sociaux ont-ils des valeurs qui sont liées à leur statut et ces valeurs génèrent-elles des représentations ? Il est probable que le patronat français a une représentation des salariés fondée sur les valeurs qui sous-tendent le statut d'entrepreneur. Et que les salariés ont une représentation des patrons fondée sur les valeurs communes au statut d'ouvrier ou d'employé. Et que la remise en cause de la loi sur la réduction du temps de travail que connaît le monde du travail au moment où ces lignes sont écrites, est interprétée en fonction des faits, certes, mais aussi en fonction de la représentation que chaque acteur a de son groupe d'appartenance et de l'autre groupe, pour ne pas dire du groupe adverse dans ce qu'on hésite à appeler une négociation. Étudiant les imaginaires sociaux qui assoient la légitimité de régimes politiques nourris par la propagande, Bronislaw Bajko montre le rôle conjoint de la mythologie et de l'orthodoxie dans la réduction de l'écart entre les affirmations de la propagande et la réalité observable. Rappelant qu'à la veille de la terreur, Staline ne reculait pas devant le paradoxe et lançait le slogan « Notre vie est devenue meilleure et plus joyeuse », Bajko explique comment cette propagande pouvait fonctionner malgré tout. L'écart le plus grand entre les réalités du pays et son image exaltante diffusée par la propagande est effacé par une double référence, à l'orthodoxie et au mythe. L'une et l'autre, en se combinant et en se renforçant mutuellement, cautionnent l'imagerie dominante. Cautionnement par l'orthodoxie. Remettre en doute l'image exaltante du pays, c'est remettre en question le marxisme-léninisme, la seule idéologie scientifique dont les certitudes et les valeurs ont été mises en pratique dans la construction du socialisme. Cautionnement par le mythe. Opposer les idées aux images, c'est s'attaquer à l'acte fondateur primordial, à la révolution d'octobre qui aurait transformé en réalité le rêve d'une société sans exploitation de l'homme par l'homme. Ainsi le premier pays du socialisme était investi de vertus uniques, incarnant à la fois la vérité et l'espoir, il ne pouvait connaître que des imperfections mineures et transitoires. Que ce système soit véhiculé par une langue de bois, ne lui enlève guère son efficacité certaine mais au contraire, la renforce. Ce langage, à l'agression duquel personne ne pouvait échapper, devient lui-même un instrument de surveillance et de suspicion permanente. Il paralyse tout rapport authentique et fait planer la peur. La surenchère de l'enthousiasme ne dissimule pas seulement les réalités brutes de la terreur, mais les complète et prolonge par la perversion du mensonge érigé en système. Bien entendu, l'objet de notre travail n'a pas de commune mesure avec le destin dramatique des peuples dont il est ici question. Il ne s'agit après tout que d'instaurer une culture d'État, et de ne reconnaître que ceux qui y souscrivent. Mais nous verrons que les moyens mis en œuvre ne sont pas si différents. La langue et les rituels, outils de construction des représentations sociales, ne sont pas autonomes. Naguère, la langue évoluait sous la pression populaire et après quelques décennies de mise en garde, d'avertissements et de sanctions de la part des autorités mises en place pour dire la règle, l'usage prenait force de loi et les gardiens du temple n'avaient plus qu'à s'incliner. J'aime, à titre d'exemple, rappeler l'évolution de l'expression « j'ai été » pour dire qu'on est allé quelque part. Lorsque j'étais élève de 6e, cette faute était majeure et la commettre dans une rédaction c'était s'exposer à perdre des points. En novembre 1954, lorsque le président de la cour d'assises de Digne s'adressait à Gaston Dominici et qu'il lui demandait s'il était allé, « Êtes-vous allé ?» Là où le triple crime de l'URSS avait été commis, il suscitait une incompréhension totale chez le vieux berger qui se trouvait dans le box des accusés.
Celui-ci l'assurait qu'il n'y avait point là d'aller. Il ne connaissait pas l'usage du verbe aller au passé composé de l'indicatif dans ce type de phrase. Pour qu'il comprît, il aurait fallu lui demander s'il y avait été. Avez-vous été? Mais le président de la cour d'assises parlait un bon français, celui qu'on apprend dans les écoles et qui ne permet pas toujours la communication. Lorsque je corrigeais pour la première fois des copies d'élèves de 6e, 13 ans plus tard, j'ai été mis pour je suis allé, était une tolérance que nous devions souligner sans la sanctionner. Aujourd'hui, les deux expressions sont synonymes. Actuellement, s'il naît encore des formes nouvelles en argot ou en verlan, c'est plus pour des raisons esthétiques que sémantiques. L'apparition de l'orthographe phonétique dans les SMS ou autres textos semble être la seule évolution d'origine populaire notable. La langue, comme les rituels, est façonnée par les formidables moyens de communication de masse, presse, radio, télévision, Internet, qui contribuent à construire la pensée dominante, sinon la pensée unique, pour reprendre la juste expression d'Ignacio Ramonet. On sait bien qu'à force de répéter les mots que les médias serinent à nos yeux et à nos oreilles, on finit par accepter ce qu'ils représentent. La propagande fait grand cas de cette pratique, et pour un peu, on aurait fini par croire que les républiques démocratiques étaient d'authentiques démocraties, et que les républiques populaires étaient soutenues par la vox populi. C'est le propre des signes que de représenter de manière simple, parfois simpliste, des choses souvent complexes. Le signe est réducteur par nécessité. En même temps, le signe a quelque chose de péremptoire. Le signifiant vous impose le signifié, vous en rend tributaire sinon prisonnier. Si vous souriez à l'évocation de la République populaire démocratique de Corée, ce peut être parce que vous pensez que le pays de Kim Il-sung et de Kim Jong, il ne ressemble pas à une république et n'est pas plus démocratique que populaire. Mais vous pourriez bien vous voir taxé de légèreté, voire de mépris pour la démocratie et pour le peuple. Dès lors que vous recourez à ces services, le mot vous enferme dans sa propre logique. C'est le prix à payer. Employer les mots d'un autre, c'est lui emboîter le pas. Les hommes politiques et les gourous de toutes sortes le savent mieux que quiconque lorsqu'ils vous imposent l'usage de leurs mots pour vous faire accepter leurs idées. Il arrive souvent que les erreurs lexicales des journalistes soient à l'origine des néologismes. À tout propos, les journaux parlent de feuilles de route, étendant et banalisant le sens de cette expression à l'origine aussi précise que militaire. Les derniers anciens combattants de la guerre de 14 à 18, tout comme ceux de la guerre d'Algérie, sont devenus des vétérans comme s'ils jouaient dans la même équipe de football. Certes, c'est l'un des sens du mot vétéran que de désigner les anciens combattants. Mais les associations de vétérans n'existent guère alors que les associations d'anciens combattants regroupent ceux qui dépendent du ministère du même nom. Ce n'est que depuis que les Américains ont repris le chemin de la guerre que les journalistes utilisent le mot vétéran pour désigner l'ancien combattant. On le voit apparaître dans la presse française au moment de la guerre du Golfe, 1990 à 1991, quand on évoque les vétérans du Vietnam. Et les Français finissent par répéter passivement et par croire, à tout le moins intégrer tout aussi passivement, qu'un ancien combattant de l'armée française en Algérie porte le même nom qu'un ancien combattant de l'armée américaine au Vietnam ou en Irak. Vétéran pour vétéran, tout se mêle, les hommes et les guerres. Ces fautes de langue sont aussi des fautes professionnelles puisque la communication est altérée alors qu'elle constitue la mission du journaliste. Ce n'est pas là le plus important. Ce qui gêne, c'est la passivité des destinataires qui suivent l'auteur de la faute, tout comme ils suivaient passivement les rois du marketing, qui réussirent à faire croire à tout un peuple, pour vendre plus et plus vite, que le XXL siècle commençait le 1er janvier 2000. L'affaire est plus grave lorsqu'il y a volonté de séduire ou de tromper, par l'emploi d'un vocabulaire qu'on détourne de son sens ou qu'on sait mensonger. 2 mots suffiront à illustrer ces 2 tendances chères aux hommes politiques et aux journalistes. En 1995, dans une note pour la Fondation Saint-Simon qui analysait le désarroi populaire et la situation des exclus, le sociologue Emmanuel Todd employait l'expression fracture sociale, empruntée à Marcel Gauchet. Il s'agissait là d'une expression imagée et forte, qui montrait bien la situation de la France. Candidat à la présidence de la République, Jacques Chirac en faisait un slogan. C'est-à-dire, au sens propre du terme, un mot d'ordre, électoral en l'occurrence, un moyen de s'attirer des voix. Voilà un exemple de détournement dont les politiciens sont coutumiers.
En l'espèce, leur comportement n'est pas ce qu'il y a de plus navrant. Ce qui consterne l'observateur, c'est le succès populaire de cette expression détournée. Parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle sonne bien à l'oreille, parce qu'elle se retiendra bien, les médias s'en emparent et s'en servent sans réserve. On l'adaptera même et actuellement, on parle de fracture numérique. On répète et on finit par y croire. Oserait-on dire que l'expression populaire « cocu est content » s'applique à la situation ? On finit par croire que le mot est la chose, que le signe tient lieu d'objet. On finit par croire que ce qui n'est un mot d'ordre est, pour le candidat, une préoccupation fondamentale. Un autre phénomène concerne le succès de certains mots, qui sont employés de manière positive pour masquer des réalités négatives. Depuis 3 décennies, on constate une inflation des détournements lexicaux et le développement d'un vocabulaire idéologique. Si l'on observe le quart de siècle qui vient de s'écouler, on peut se demander si l'emphase langagière n'est pas inversement proportionnelle à l'évolution sociale, si les mots ne sont pas d'autant plus riches que nous sommes misérables et démunis. Les mots semblent être devenus des alibis qui nous consolent de notre impuissance, des placebos qui nous donnent l'illusion de la santé. Il y a quelques années, on ne parlait que de challenge, comme si l'on voulait conjurer l'emprise des structures, notamment des structures économiques. C'était peut-être pour occulter la médiocrité qu'on écrivait excellence sur les murs des entreprises et dans les livres de management. Aujourd'hui, sur les murs des entreprises, on annonce au public qu'on est certifié ISO. C'était peut-être pour se cacher l'individualisme de notre société que l'on parlait tant de synergie et de communication. Quand le mur de Berlin s'est écroulé, il ne fut pas possible d'employer l'adjectif historique. Le mot avait été usé par le cours du dollar, chaque jour un peu plus historique, et par les victoires de nos champions sportifs, notamment celle du jeune prodige Michael Chang aux Internationaux de Paris, quelques mois avant la chute du mur qui changea la donne politique mondiale. La presse avait été unanime pour proclamer historique sa victoire à Roland-Garros. Aujourd'hui, où rien n'est assuré, où les systèmes et les hommes politiques semblent avoir cédé devant la puissance économique, où les changements climatiques mettent en péril l'existence même de nos sociétés. Bref, aujourd'hui où l'éphémère est notre lot, le mot durable est là pour nous rassurer. Nous compromettons l'avenir de la planète par des excès de toutes sortes, mais nous assurons à nos enfants qu'ils bénéficieront du développement durable que nous mettons en place. La classe politique n'a que ce mot à la bouche. Institutions et collectivités produisent de grandes déclarations. Les grandes entreprises ont un service chargé du développement durable, mais la plupart du temps, il a pour fonction non pas de chercher des solutions pour demain, mais bien de communiquer sur l'intérêt que l'on affirme porter au concept. Nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour produire un certain effet, disait déjà Joseph Goebbels. Voyez comme je suis préoccupé par l'avenir de notre planète et de notre société. J'ai un chargé de communication spécialement affecté à la glose sur le sujet. Les hypermarchés proposent des prix durables, des économies durables. Le mot ne veut plus rien dire, mais il est à la mode. Et surtout, il appartient au vocabulaire de la communication. Ce mot n'est pas fait pour dire, il est fait pour être dit. C'est un signifiant sans signifier, un signe vide de sens, une écorce sonore. Il est fait pour être répété, entendu, enregistré. C'est un mantra, une formule magique sinon sacrée qu'on vous sert jusqu'à plus soif. Qu'on se répète jusqu'à l'ivresse. Se saouler de mots, se saouler pour ne pas penser, se saouler pour ne pas voir la réalité en face, voilà une tendance de notre société. On aurait pu tout aussi bien évoquer le mot éthique qui n'a jamais autant été employé que depuis que les juges, s'en prenant désormais aux vedettes de la puissance politique et de la puissance économique, nous ont montré la malhonnêteté, l'immoralité, dans laquelle nous baignons. Nous verrons que la culture, loin d'être à l'abri de cette vacuité sémantique, constitue un monde où l'on aime se gargariser de son vide, pour ne pas dire se payer de mots. Induction et sensorialité de la communication. Quand on associe les termes induction et communication, on pense immédiatement à la mise en réceptivité du destinataire par le destinateur. Même si nous savons que le sens est un construit, le résultat d'une opération à laquelle participent acteurs et éléments matériels, nous ne pouvons ignorer que, dans la plupart des cas, l'émetteur s'efforce de créer des conditions de réception optimales pour le message qu'il va délivrer ou qu'il est en train de délivrer. S'il agit ainsi,
s'il s'ingénie à transformer le destinataire en récepteur, c'est qu'il a la volonté de mener à bien un projet dont la communication est un moyen. Obtenir l'attention de ses élèves afin de les aider à acquérir des connaissances nouvelles, convaincre son client afin de le faire signer un bon de commande, séduire la femme qu'il convoite afin d'obtenir ses faveurs. On est ici dans des stratégies d'influence. La communication, dont on sait bien qu'elle n'a aucune existence autonome, s'inscrit dans ces stratégies. De son côté, le destinataire n'est pas passif. Si le destinateur le considérerait volontiers comme une simple cible, il est en réalité un acteur de la stratégie mise en place. On pourrait distinguer plusieurs situations de transformation du destinataire en récepteur selon que le destinataire accepte de devenir récepteur, mais ne participe pas au processus de transformation. Il est passif mais ouvert, passif positif si l'on ose dire. Comme ces femmes romanesques et pudiques qui peuplent la littérature du XIXe siècle, et semblent toujours en attente d'un séducteur qui les révélera et les transformera, Madame Bovary pour ne citer qu'elle. Ou encore, comme ces spectateurs du catch que Roland Barthes a étudiés et dont j'ai pu moi-même observer le comportement. Ils disent ne pas y croire mais ne demandent qu'à se laisser convaincre que ce qui se passe sur le ring n'est pas fin et qu'ils assistent à un combat réel. Je propose d'appeler ce type de personne destinataire disponible. Le destinataire participe à l'opération de mise en réceptivité. Il concourt à la transformation. Cela semble être le cas dans la relation didactique de l'enseignement supérieur ou de la formation continue en entreprise, où l'apprenant accepte de se laisser séduire et va même au-devant de la séduction dont il sait qu'elle participe à l'atteinte de l'objectif qu'il s'est fixé et dont il entend être le bénéficiaire. C'est la plupart du temps le cas du spectateur qui a payé sa place et entend tirer le meilleur parti de sa présence dans la salle ou sous le chapiteau. On pourrait parler de destinataire coopératif. Le destinataire s'oppose au processus de mise en réceptivité. Ce qui, éventuellement, ne l'empêche pas de devenir récepteur. Le destinataire peut devenir récepteur malgré lui, soit parce que le pouvoir du destinateur est supérieur à sa résistance, soit parce qu'il se met en état de défense au regard de la conviction et ne se rend pas compte que dans le même temps, il est l'objet d'une entreprise de séduction ou persuasion. Les publicitaires disent qu'ils atteignent bien les gens qui se déclarent insensibles à la publicité. Bien entendu, il y a des stratégies de résistance qui sont victorieuses. Dans tous les cas, on pourrait parler de destinataires hostiles. Dans le tableau ci-après sont synthétisées deux stratégies d'influence classiques. Encore une fois, je ne méconnais ni le paradigme constructiviste ni les boucles de rétroaction, feedback, et je n'ignore pas que les choses ne sont pas aussi simples que les tableaux forcément réducteurs peuvent les présenter. Disons que quand l'émetteur décide d'influencer le destinataire, il espère que celui-ci deviendra un récepteur docile. Il souhaite un destinataire coopératif ou à tout le moins, passif. Dès lors, il peut s'adresser à son intelligence et tenter de le convaincre, ou à ses émotions, son affectivité et tenter de le séduire. Prenons l'exemple d'un vendeur de voitures ou d'un candidat à la présidence de la République. Certes, je ne mets pas ces deux situations sur le même plan et je sais bien que l'une est moins prestigieuse que l'autre. Quand les deux finalistes de l'élection présidentielle se retrouvent face à face, et face aux caméras de télévision, le soir du vendredi qui précède le deuxième tour, ils savent bien que tout a été dit au cours des mois, sinon au cours des années de la campagne. Ils savent aussi que la plupart des millions d'électeurs qui les regardent ont déjà fait leur choix. Certains voteront pour le candidat A parce qu'ils l'ont choisi, d'autres le feront pour empêcher l'accession au pouvoir du candidat B et vice-versa. Il existe une petite frange de citoyens qui ne sont pas encore décidés, et qui peut-être ne savent même pas s'ils iront voter le surlendemain. C'est probablement à ces indécis que s'adressent les deux candidats. On peut imaginer que l'argumentation rationnelle aura peu de poids sur de tels individus, et qu'il sera plus difficile de les convaincre que de les séduire. Une étude que j'ai menée sur les débats télévisés de 1974, 1981, 1988 et 1995 m'a permis de conclure que les pseudo-arguments qu'avançaient les candidats s'inscrivaient en fait dans une logique de séduction où il s'agissait pour chacun de construire deux images. Une image de soi flatteuse et une image de l'autre inquiétante. Dans aucun des cas, on ne trouve de véritable développement argumentatif.
Chacun brosse un portrait impressionniste de lui-même et de l'autre par petites touches successives, dans un enchaînement relevant du et en plus, plutôt que du donc, un enchaînement procédant par accumulation. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing, président sortant, conclura même par un pathétique « Vous pouvez voter pour moi parce que j'ai changé ». Il s'agit de mettre le destinataire en état de faire le geste correct, mettre le bon bulletin dans l'urne, plutôt que de l'inviter à tirer des conclusions correctes à partir d'un raisonnement. On imagine mal un amoureux démontrant à l'objet de son désir l'intérêt qu'elle aurait à l'aimer. Qu'on veuille bien pardonner la trivialité de la métaphore, mais ce qu'il souhaite c'est qu'elle tombe dans ses bras comme un fruit mûr, un fruit dont il aurait provoqué la maturation. En d'autres termes, l'amoureux et le candidat à la présidence de la République ont en commun que la nature de la stratégie d'influence leur est imposée par le contexte. 2 exemples de stratégie d'influence. C'est ici que se constate la supériorité du vendeur de voitures qui, lui, dispose de 2 stratégies d'influence. Sachant qu'il a un bon produit à offrir, il peut se placer sur le terrain de la conviction et démontrer la supériorité du véhicule qu'il propose sur ceux de la concurrence. Il s'adresse alors à l'intelligence du destinataire et à l'aide d'arguments qui tirent leur force de leur rationalité, il amène celui-ci à déduire ce qui est de son intérêt. Le type même de cette démarche nous est fourni par les tests comparatifs que réalisent et publient les mouvements de défense des consommateurs. Il s'agit ici de provoquer chez le destinataire un choix raisonné, de le convaincre de choisir délibérément et en connaissance de cause la doctrine correcte. Bien entendu, le vendeur de voitures peut aussi adopter une stratégie de séduction. Soit parce que le produit qu'il propose ne supporterait pas la comparaison avec la concurrence, et qu'il y aurait danger à se situer par rapport à celle-ci, soit parce que l'idée qu'il se fait du destinataire est telle qu'il ne le croit pas accessible à des arguments. Soit encore qu'il craigne que l'intelligence du destinataire soit supérieure à la sienne, et qu'il ne souhaite pas se mesurer à lui sur ce terrain-là. 2 précisions sont nécessaires. La première est évidente et concerne l'emploi du mot correct dans des expressions comme geste correct, conclusion correcte, doctrine correcte. Il va de soi que c'est le destinateur qui dit ce qui est juste, et ce qui ne l'est pas. C'est lui qui définit l'orthodoxie ou l'orthopraxie, et il le fait en fonction des objectifs qu'il assigne à la communication qu'il gère. Évidemment, ces objectifs n'ont rien à voir avec l'objectivité telle qu'on l'entend généralement. Deuxièmement, il convient de rassurer le lecteur. Tout cela n'est qu'hypothèse d'école et l'on peut faire confiance aux communicateurs, vendeurs de voitures et candidats à la présidence de la République en tout premier lieu, pour brouiller les pistes. Les publicitaires auxquels l'une et l'autre de ces catégories empruntent beaucoup, nous apprennent que rien n'est jamais figé. Ainsi, quand je lis Paris Match ou Elle chez mon coiffeur ou chez mon dentiste, c'est là que les intellectuels sont contraints de se rendre pour feuilleter distraitement, cela va de soi, les magazines populaires. Je ne m'étonne pas que la publicité propose une chaîne stéréophonique en reconstituant sur une photographie au ton délicieusement fondu et chaud, un bonheur familial que la possession de cet appareil est supposée procurer. Je ris doucement en voyant que rien n'y manque. Épouse attentionnée, enfant sage, chien de compagnie, whisky de marque et cheminée chaleureuse. Le tout rassemblé dans la quiétude d'un salon où trône le dernier produit de Sony ou de Philips. Évidemment, il arrive aussi que la publicité propose des chaînes stéréophoniques dans les revues que je lis personnellement, mais cela a une autre allure. L'objet est généralement présenté en noir et blanc sans décor, à la façon des photographies anthropométriques qui ne gardent que l'essentiel. La légende, strictement informative, m'apprend que le bruit est inférieur à 2 décibels et que la bande passante va de 20 Hz à 20 000 Hz. À moi, cadre supérieur ou universitaire, on ne fait pas le coup de l'épouse qui sert le whisky et des enfants qui caressent le chien devant la cheminée. Certes, je ne sais pas trop ce que signifie l'abréviation dB et je ne suis pas capable de comparer la bande passante à mes capacités auditives. Mais je suis quand même satisfait qu'on m'explique, et qu'on essaie de me convaincre plutôt que de me séduire bêtement. Chacun se satisfait comme il peut, et les publicitaires s'amusent beaucoup. Définition disciplinaire. Induction est un mot auquel recourent plusieurs disciplines. La comparaison des différentes acceptions ne manque pas d'intérêt pour les chapitres qui suivront. Le grand Robert propose plusieurs définitions.
Nous les reprenons en y ajoutant, éventuellement, un commentaire signalé par le recours à l'écriture italique. 1. Action d'induire, d'amener quelqu'un à quelque chose. C'est une induction et inclination naturelle qui mènent les bons religieux en cuisine, Rabelais le quart-livre Xi. C'est le sens que l'on trouve dans la langue courante et c'est aussi le sens originel venant du latin inducere qui signifie conduire dans, faire avancer, déterminer à. Il s'y ajoute souvent une notion négative qu'on retrouve dans des expressions comme induire en erreur, induire en tentation. Cette notion négative est renforcée par l'idée de manipulation, de persuasion clandestine. L'une des formes basiques de l'induction est la formulation interrogative. Les auditeurs de France Inter qui interpellent l'invité venu répondre aux questions que l'actualité suscite, débutent presque tout leur intervention par « Ne pensez-vous pas que ?» Pour un peu, ils ajouteraient « comme moi ». Une telle formulation est évidemment destinée à obtenir une réponse positive « Oui, comme vous, je pense que ». Cet exemple, un peu caricatural bien que réel, montre à quel point la forme de la question posée peut influencer la réponse. Ainsi en est-il parfois dans les sondages d'opinion. 2. Opération mentale qui consiste à remonter des faits à la loi, de cas donnés, le plus souvent singuliers ou spéciaux, à une proposition plus générale. L'induction passe du fait, ou plutôt de la donnée à l'idée, tandis que la déduction va de l'idée à l'idée, Monsieur Dorol, Les problèmes de l'induction, 2 page 74. Il existe en sciences humaines et sociales, 2 méthodes principales, auxquelles s'ajoute parfois la méthode dite expérimentale qui consiste à travailler en laboratoire sur des modèles, des objets reconstruits pour aider à comprendre le réel. La méthode hypothético-déductive part d'une question problématisée, généralement par recontextualisation, et débouchant sur une hypothèse dont la vérification, à l'aide d'indicateurs, mène à des conclusions par déduction. La méthode empirico-inductive part d'une observation naïve du réel, et remonte vers les lois qui les gouvernent. C'est la méthode favorite des éthologues qui observent les espèces, animales mais humaines aussi, dans leur milieu naturel et essaient de comprendre les logiques qui régissent leur comportement. Confère ci-dessus le comparatif des stratégies d'influence. 3. Physique. Transmission à distance d'énergie électrique ou magnétique par l'intermédiaire d'un aimant ou d'un courant. L'explication fournie par le Grand Jarousse encyclopédique, édition de 1974, semblant plus explicite, on la trouvera ici reproduite. Si l'on place un morceau de fer non aimanté près de la limaille de fer, il est sans action sur celle-ci, mais si on approche un aimant, on voit aussitôt le morceau de fer attirer la limaille et se comporter lui-même comme un aimant, on dit alors que l'aimant a induit du magnétisme dans le fer. On reviendra ci-dessous sur cet exemple. 4. Biologie. Déclenchement d'un phénomène dont la manifestation se produit avec un certain retard par rapport à l'intervention de la cause responsable. Embryologie. Processus qui détermine l'orientation de la différenciation des cellules au cours de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.